La Rolex était sur la table, entre le centre de table florale et la belle porcelaine de ma mère. Quand mon père a porté l'accusation, il l'a répété 3 fois avant que je ne comprenne qu'il parlait d'Isaiah. Il a dit, le garçon l'a prise. Le garçon l'a prise. Le garçon l'a prise. Il montrait mon fils du doigt. Isaiah avait 14 ans, mesurait 1,80 m, et il était assis à ma gauche, les mains cachées sous la table, posé sur ses genoux. Il avait lu son livre pendant le trajet depuis Decatur. Il n'avait pas dit un mot au dîner. Il avait mangé 3 bouchées du jollof de sa grand-mère, puis avait posé sa fourchette, car mon père avait fait une remarque sur ses cheveux quand il s'était assis. Et Isaiah avait cette façon de cesser tranquillement d'être présent dans une pièce, quand quelqu'un lui faisait une remarque. Ma mère a dit, « Ranada, ton fils l'avait dans sa veste. » Vance l'a vu tomber quand il l'a suspendu. Le mari de ma sœur, Vance, était à l'autre bout de la table, la main autour d'un verre. Il a hoché la tête en direction de ma mère. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé Isaiah. Il a regardé la nappe. Les mains d'Isaiah se sont mises à trembler. Il essayait de les cacher sous la table. Il avait 14 ans, et il avait appris à cacher ses mains dans cette famille avant d'avoir appris à faire ses lacets. Ses épaules étaient droites, son menton était levé, son visage était très immobile. Seules ses mains bougeaient, et seulement parce qu'il ne pouvait pas les arrêter. Mon père a dit, « Ranada, sois ton fils à vous maintenant, à cette table, devant chaque personne assise ici. Soit-il est mort pour cette famille. Comprends-tu ce que je te dis? Il est mort pour moi. Il est mort pour sa grand-mère. Il est mort pour sa tante. Il est mort pour chaque personne dans cette pièce. C'est ce qui arrive quand un garçon vole sa famille. » La salle à manger comptait 8 personnes ce soir-là. Mon père, Gérald Okafor Senior, en bout de table. Ma mère, Adèse, à sa droite. Ma sœur, Claudine, en face de moi. Le mari de Claudine, Vance, à l'autre bout. Ma tante Fay, à la droite de ma mère. 2 amis de la famille, Procio et Roland, qui étaient les voisins de mes parents depuis 20 ans, de l'autre côté. Dion, le fils de 16 ans de ma sœur, à côté de sa mère. Et Isaiah, à côté de moi. Mon père avait choisi son public. Il avait choisi la taille de la pièce. Il avait choisi le moment de la soirée, juste après le toast, juste avant le dessert, quand le vin avait adouci tout le monde dans un état d'écoute plutôt que de dispute. Il l'avait chronométré. J'ai regardé ma sœur Claudine, qui était assise en face de moi, à côté de son fils, Dion. Dion avait 16 ans, mesurait 1,73 m, et il portait la veste de mon fils. C'était la North Face noire d'Isaiah, avec une petite déchirure sur le poignet gauche, à cause d'une clôture en septembre. Les garçons avaient déjà fait ça 3 ou 4 fois lors d'événements familiaux, échangeant leur veste à la porte, car ils avaient la même taille depuis 2 ans. Et c'était une blague récurrente dans la famille, que mon père faisait quand il voulait paraître chaleureux. Il disait, « Lequel est lequel ? Venez ici que je vous regarde. » Il l'avait dit ce soir, quand ils étaient entrés. J'avais mon téléphone à la main. Je l'ai posé, écran vers le haut, sur la table, à côté de mon assiette. Je ne l'ai pas allumé. Je n'ai rien ouvert. Je l'ai posé là, où tout le monde pouvait le voir, l'écran sombre, et j'ai regardé ma sœur Claudine. « Dion, lève-toi une seconde, mon chéri. » Dion a regardé sa mère. Le visage de Claudine n'a pas changé. Sa voix était calme. « Fais attention, Ranada. Ce n'est pas le moment d'en faire toute une histoire. Dion, s'il te plaît, lève-toi. » Dion s'est levé. Ses mains sont allées dans les poches de la veste qu'il portait. C'était la veste d'Isaiah. Il savait que c'était la veste d'Isaiah. Il l'avait échangée à la porte. Mon père avait fait sa blague habituelle à ce sujet 40 minutes plus tôt. Je me suis levé, je suis allé au porte-manteau dans le couloir et j'ai pris l'autre veste, celle que Dion avait portée pour le dîner, la doudoune grise avec la fermeture éclair lâche. Je l'ai ramenée dans la salle à manger. J'ai tenu les 2 vestes, une dans chaque main, devant mon père, devant ma mère, et devant chaque personne à table. Laquelle de celles-ci est à Isaiah? Mon père n'a pas répondu. Dion a regardé ses mains. Ma tante Fay, qui était restée silencieuse toute la soirée, a posé sa fourchette. Dion, laquelle portais-tu quand tu t'es assis? Dion a de nouveau regardé sa mère. Sa mère a regardé Vance.
Vance n'a pas levé les yeux de la nappe. Dion a ouvert la bouche, l'a refermée, et l'a rouverte. Et finalement, d'une voix qui n'était pas celle d'un adolescent de 16 ans, je portais la noire. La noire est à Isaiah. La tête de Dion est tombée. Oui. Donc, si une montre est tombée d'une veste ce soir, et qu'une montre a été trouvée dans une veste, c'était la veste que tu portais. Silence de Dion. D'accord. J'ai posé les deux vestes sur le dossier de ma chaise. J'ai pris mon téléphone de la table. J'ai regardé Vance. Vance regardait toujours la nappe. J'ai pris mon sac. J'ai dit le nom d'Isaiah une fois, doucement, et Isaiah s'est levé. J'ai remercié ma mère pour le dîner. Je n'ai pas regardé mon père. Nous sommes sortis de la salle à manger, avons traversé le hall d'entrée, sommes passés devant la photo encadrée de mes parents à leur mariage en 1984, et sommes allés jusqu'à ma voiture. Les contes de secrets de famille, c'est là où ceux qui observent une pièce apprennent à la lire. Nous n'avons pas parlé dans la voiture pendant les 12 premières minutes. Isaiah était sur le siège passager, les mains jointes sur ses genoux. Elles ne tremblaient plus. Elles étaient très immobiles. J'avais appris, en l'élevant pendant 14 ans, que l'immobilité d'Isaiah était l'endroit où ses sentiments allaient se loger quand il n'y avait nulle part ailleurs où les mettre. Il n'était pas calme. Il gérait. Le trajet de la maison de mes parents, à Buckhead, jusqu'à Decatur, dure 34 minutes si la circulation sur Ponce de Léon est fluide. Ce soir-là, la circulation était fluide. J'ai quand même pris le long chemin. J'ai descendu North Island, suis passé devant le café où nous allions quand Isaiah avait 7 ans, devant la librairie où il avait choisi son premier roman de fantasy en 4e année, devant le coin où je lui avais appris à faire du vélo quand il avait 8 ans. Et où j'avais tenu l'arrière de sa selle pendant 4 après-midi de juillet avant de lâcher prise. Je n'ai pas pris cette route exprès. Je l'ai prise parce que mes mains ont tourné le volant de cette façon, sans me demander. Isaiah, je veux te dire quelque chose. D'accord. Tu n'as rien fait de mal ce soir. Sa voix était très petite dans le silence de la voiture. Je sais. Tu n'as pas à parler de ce soir si tu n'en as pas envie. Ni à moi, ni à personne. Tu peux juste rester silencieux aussi longtemps que tu as besoin de l'être. Il a hoché la tête une fois, vers la fenêtre. Il est resté silencieux pendant encore 2 minutes. Ses mains étaient toujours jointes sur ses genoux. Il regardait les lampadaires s'allumer. Puis, sans tourner la tête, « Maman, pourquoi grand-père l'a-t-il dit 3 fois ?»« Dit quoi 3 fois ?» Le garçon l'a prise. Il l'a dit 3 fois. Je n'avais pas de bonne réponse pour lui. Ce que je savais, assise dans la voiture sur le chemin du retour à Decatur, c'est que mon père l'avait dit 3 fois parce qu'il avait eu besoin de se convaincre de ce qu'il disait, avant que le reste de la pièce n'ait besoin d'être convaincu. Il ne s'agissait pas d'annoncer un fait, mais de jouer un acte de conviction. Il avait choisi de le croire, parce que le croire était plus facile que l'alternative. Et l'alternative, c'était que son gendre avait placé une montre dans la veste d'un garçon de 14 ans et l'avait laissé porter le chapeau dans sa propre salle à manger, pendant son propre dîner de 40e anniversaire. Cette alternative signifiait reconsidérer 40 ans de ce que mon père avait cru, à propos de Vance, de Claudine, des mariages que ses filles avaient faits, et de la famille qu'il avait passé toute sa vie d'adulte à présenter au monde comme une réussite. Il était plus facile de croire qu'Isaiah avait volé la montre que de reconsidérer tout cela. Je n'ai pas dit ça à Isaiah. J'ai dit, je ne sais pas, mon grand, mais je vais découvrir ce qui s'est passé ce soir, et je vais en être très sûr avant de t'en dire plus. Peux-tu me donner quelques jours ? Oui. Il est resté silencieux le reste du trajet. Quand nous sommes rentrés, il est allé dans sa chambre et a fermé la porte doucement. La façon dont il ferme les portes quand il essaie de ne pas faire de ses émotions le problème de quelqu'un d'autre. Je l'ai entendu enlever ses chaussures. Je l'ai entendu poser son livre sur sa table de chevet. J'ai entendu la lumière s'éteindre 10 minutes plus tard. Il n'avait pas dîné. Il avait laissé 3 bouchées de jollof dans son assiette chez mes parents. Il me dirait le lendemain matin qu'il n'avait pas faim. Ce n'était pas vrai. Il n'avait pas mangé, car manger dans cette pièce, après ce que mon père avait dit, aurait été la même chose que d'être d'accord avec ce qui s'y disait. Mon fils de 14 ans l'avait compris en temps réel, et avait choisi de ne pas manger plutôt que de prendre une seule bouchée pendant que son grand-père le traitait de voleur. Je suis allé à ma table de cuisine et j'ai appelé l'inspecteur Yolanda Collier, à 21h42, un dimanche soir, et je lui ai posé une question.
L'inspecteur Collier fait partie de l'unité des fraudes de la police d'Atlanta, et elle est mon contact depuis 3 ans. Je lui ai apporté 4 cas chez Alco Investigation, et elle en a résolu 3. Elle a répondu au téléphone même si elle n'était pas de service, car je ne l'appelle pas à 21h42 un dimanche soir, à moins que ce ne soit important. Yolanda, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose lundi matin. Vance Harmon, le mari de ma sœur. Je veux savoir s'il y a une déclaration d'assurance active à son nom pour une Rolex volée. Il y a eu une pause de son côté. Ranada, que s'est-il passé? Je t'expliquerai lundi. Peux-tu vérifier? Je peux vérifier. Ne bouge pas, merci. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant un long moment après avoir raccroché. J'ai ouvert mon portefeuille pour ranger ma carte. La carte d'étudiant d'Isaiah est tombée. Pas l'actuelle. Celle avec la faute d'orthographe, qu'ils avaient imprimée au début de la 9e année, avant de la corriger. Isaiah Okafor, en lettres bleues plastifiées. Photo légèrement de travers. Le S doublé là où il ne devrait pas l'être. Il l'avait réimprimé 3 jours plus tard avec l'orthographe correcte, et Isaiah avait demandé à garder la mauvaise parce qu'il aimait son apparence. Je l'avais mise dans mon portefeuille en septembre, et j'avais oublié qu'elle était là. J'ai regardé son visage sur la carte pendant un moment. 9 ans à l'extérieur, 14 à l'intérieur. 9e année. Le nom mal orthographié, puis bien orthographié. 2 cartes dans un seul portefeuille, et moi qui portais les 2 pour des raisons que je n'étais pas encore prête à nommer. J'ai posé la carte sur la table de la cuisine, à côté de mon téléphone. Je ne l'ai pas remise dans mon portefeuille. Simone Cutter a appelé à 7 heures le lendemain matin. Simone est ma collègue chez Alco. Je lui avais envoyé un SMS à 23 heures la veille, avec le résumé. Elle n'avait pas posé de questions. Elle avait demandé à quelle heure elle devait arriver au bureau. J'avais dit 7 heures. Elle était au bureau à 6h45. Elle avait déjà préparé les formulaires de demande pour l'accès au registre des prêteurs sur gage de Géorgie. Selon le code de la Géorgie, un détective privé agréé peut demander les registres des transactions de n'importe quel prêteur sur gage enregistré dans l'État, dans les 24 heures, aux fins d'une enquête documentée sur une fraude. Simone avait la paperasse prête. Que cherchons-nous? Une Rolex submarinée. Vance Harmon, adresse à Buckhead. Quel prêteur sur gage? Je ne sais pas encore. En voilà à tous les prêteurs sur gages enregistrés dans les comtés de Fulton et de Calbe. S'il l'a mise en gage, elle sera dans l'un d'eux. Simone a hoché la tête. D'accord. Elle a envoyé la demande à 7h12. À 10h45, nous avions un résultat. Comté de DeKalb, un prêteur sur gage appelé Peachtree Silver and Gold, sur Memorial Drive. Vance Harmon. Transaction datée du 9 mars. Une Rolex submarinée, numéro de série correspondant à l'enregistrement du fabricant à son nom, de l'achat initial en 2019. Mise en gage pour 4 200 €, jamais rachetée. Vendue à un collectionneur en juin. Le 9 mars. L'inspecteur Collier a appelé à 11h15 avec l'autre moitié. Il y avait une déclaration d'assurance active au nom de Vance, déposée le 9 mars de cette année. Rolex submarinée volée, de son véhicule à Buckhead. Valeur déclarée, 8 000 €. Numéro de déclaration et emplacement du dossier enregistré. Le 9 mars, ai-je dit. Le 9 mars, a confirmé Collier. Il a mis la montre en gage le jour même où il a déclaré qu'elle avait été volée. Oui. J'ai une photo de la montre qu'il avait dans son tiroir hier soir, posée sur sa commode, présentée comme retrouvée. En voilà moi. Je l'ai envoyé. Collier l'a envoyé à un authentificateur de montres certifié au bureau de l'ATF. La réponse est revenue à 14 heures. Le numéro de série sur le fond du boîtier était une référence connue d'un fabricant de répliques à Shenzhen. Valeur au détail, 340 €. Pas une Rolex. Le mari de ma sœur avait mis en gage sa vraie Rolex en mars, déposé une déclaration de fraude pour 8 000 € le même jour, l'avait remplacée par une réplique chinoise, et avait laissé un adolescent de 14 ans porter le chapeau lors d'un dîner de famille 6 mois plus tard. Pour que son histoire de couverture ait un nom avant que la compagnie d'assurance n'assigne un enquêteur. Je suis resté assise avec ça pendant un moment, à mon bureau. Simone était dans son bureau, la porte ouverte. Elle pouvait me voir. Elle n'est pas entrée.
À 15h15, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Isaiah. Il était en cours d'anglais avancé, 5e période. J'ai envoyé une seule ligne. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite. Il a répondu à 15h22. Je sais, maman. C'est bon. Si ceci vous trouvez que vous êtes toujours là, bienvenue au conte de secrets de famille. Cette histoire est l'une de celles que nous racontons, parce que quelqu'un doit le faire. L'inspecteur Collier a déposé le signalement officiel de fraude lundi après-midi. La compagnie d'assurance de Vence l'a reçu mardi matin. Mercredi matin, l'unité des fraudes de l'assureur a ouvert une enquête interne et a mis la déclaration en attente. Vence a reçu une lettre recommandée mercredi après-midi, l'obligeant à comparaître pour une déclaration enregistrée dans les 7 jours ouvrables. Son avocat, un homme nommé Bradford Kessler, a appelé la ligne principale d'Alco à 16h15, mercredi après-midi. Simone me l'a passé dans mon bureau. Mademoiselle Okafor, mon client croit qu'il y a eu un grave malentendu concernant une affaire de famille et aimerait le résoudre sans l'implication supplémentaire des forces de l'ordre. Votre client a déposé une déclaration d'assurance frauduleuse en mars. Cela n'a rien à voir avec une affaire de famille. Mademoiselle Okafor, je ne suis pas en mesure de commenter les détails d'une déclaration active. Ce que je suis autorisé à dire, c'est que mon client est prêt à retirer la déclaration en échange de votre retrait du signalement à la police d'Atlanta. Ce n'est pas comme ça que les signalements fonctionnent. Une fois que l'inspecteur Collier l'a, c'est son dossier, pas le mien. Une pause de son côté. Je vois. De plus, monsieur Kessler, le signalement est déjà déposé. Le fait que je retire quoi que ce soit ne l'annulera pas. Ce que vous demandez est procéduralement impossible. Je vois. Y avait-il autre chose? Il n'y en avait pas. Il a raccroché. J'ai appelé Simone dans mon bureau. Je lui ai raconté la conversation. Elle l'a rédigée en addendum au dossier, avec la date, l'heure, les participants et le contenu, car c'est ce que fait un détective privé agréé lorsque l'avocat de la partie adverse fait un appel non sollicité au sujet d'une enquête active. Elle a envoyé l'addendum à l'inspecteur Collier à 16h32. À 17h, mercredi, j'ai appelé Vence directement. Je n'ai pas eu à chercher le numéro. Je l'avais, de 6 ans de fête de famille, de cartes de Noël signées de leurs 4 noms, de barbecue du 4 juillet où il s'était tenu au grill, une bière à la main, et m'avait donné son opinion sur mon travail. J'avais son numéro enregistré comme « Vence Harmon » dans mes contacts. J'ai regardé son nom sur l'écran un moment avant d'appuyer sur « Appeler ». J'ai pensé à la dernière conversation que nous avions eue avant le dîner. C'était à l'anniversaire des 40 ans de Trey, en juillet. Il m'avait demandé ce qu'un détective privé faisait réellement toute la journée. Je le lui avais dit. Il avait fait une grimace et dit quelque chose sur le fait que ça ressemblait à beaucoup de paperasse pour pas beaucoup d'argent, avec un sourire qui m'avait fait sourire en retour à l'époque. Il savait, en juillet, qu'il avait déjà mis la montre en gage et déposé la déclaration 4 mois plus tôt. Il le savait chaque fois qu'il avait fait une blague sur mon travail dans les années qui ont suivi son mariage avec ma sœur. J'ai appuyé sur « Appeler ». Il a répondu à la 3e sonnerie. Ranada, Dieu merci. Écoute, cette histoire a pris des proportions incontrôlables. Je veux te parler de ça sans avocat au téléphone. Vence. Oui. Il a dit, oui. Je vais te lire 3 choses. Je n'ai pas besoin que tu répondes. Je vais les lire, puis je vais raccrocher. Ranada, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Premièrement, le reçu de mise en gage de Peachtree Silver & Gold, sur Memorial Drive. Rolex submariné, ton nom, ton adresse à Buckhead, 4200 €, daté du 9 mars de cette année. Silence de son côté. Deuxièmement, la déclaration d'assurance que tu as déposée pour une Rolex submarinée volée, valeur 8000 €, de ton véhicule à Buckhead, également datée du 9 mars de cette année. Le même jour. Sa voix s'est brisée. Ces dates ne sont pas, il y a un contexte à cette situation que tu ne vois pas. Troisièmement, le registre de présence scolaire d'Isaiah du 9 mars. Il était en cours d'anglais avancé à 9 h. Il était en géométrie à 10 h. Il était en chimie à 11 h. Il était à la bibliothèque de l'école à midi. Sa mère, qui est moi, l'a récupéré à l'entrée principale à 14h45. Il n'a jamais été à Buckhead. Il n'a jamais été dans ton véhicule.
Il n'a jamais touché ta montre. 6 secondes de silence. Je les ai comptées, car je voulais qu'il en ressente la longueur. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout de la ligne. Elle était plus courte et plus haute que lorsqu'il avait répondu. Il était assis quelque part. Je ne savais pas où il était assis. Je pouvais entendre une télévision en arrière-plan. Je l'ai entendu déglutir. Puis, doucement, j'ai besoin d'appeler mon avocat. Vance. Oui. Vance a déposé la déclaration le 9 mars. La montre était déjà partie. Isaiah ne l'a jamais touchée. J'ai raccroché. Je suis resté assise à mon bureau. Simone est entrée sans frapper. Elle m'a regardé un moment. Ça va? Oui. C'était propre. Merci. La plainte éthique à son cabinet est partie à 15 heures. Ils ont envoyé un reçu par courriel. Bien. La plainte éthique avait été envoyée au bureau de la conformité de Prescott, Watson et Reilly, le cabinet de Vance à Buckhead, à 15 heures cet après-midi-là. C'était un résumé factuel de l'enquête de fraude active impliquant l'un de leurs agents agréés. Elle comprenait le numéro de dossier de la police d'Atlanta et une note indiquant que la situation était en cours. Les cabinets de cette taille sont tenus, par les règles de la Commission immobilière de l'État, d'examiner tout rapport crédible d'un agent agréé faisant l'objet d'une enquête policière active pour fraude financière. Prescott Watson l'a reçu et l'avait dans sa file d'attente de conformité à la fin de la journée, mercredi. Vendredi matin, à 8h45, le courtier gérant de Vance, un homme nommé Trevor Alderman, a convoqué Vance dans une salle de conférence, avec 2 autres agents principaux présents. Trevor est tenu de mener des conversations sur les licences avec au moins 2 autres agents agréés dans la pièce. C'est la norme. L'une des 2 autres agentes, ce vendredi matin-là, était une femme nommée Adrienne Su, qui était en compétition avec Vance pour le même client, un promoteur nommé Malcolm Reeve, depuis 4 mois. Le client penchait en faveur de Vance pour la signature. La conversation a duré 40 minutes. Quand Vance est sorti de cette salle de conférence, il était en congé administratif, en attendant le résultat de l'enquête de fraude. Ces 3 mandats actifs ont été réassignés, à compter de cet après-midi-là. Adrienne Su a repris le mandat de Malcolm Reeve. Le vendredi soir, le mari de ma sœur n'allait pas à des réunions immobilières. Il allait au bureau de son avocat. Il était assis dans sa cuisine, avec les lettres recommandées de la compagnie d'assurance sur le comptoir, à côté de la lettre recommandée du bureau de la conformité de Prescott Watson. À côté de la notification de la police d'Atlanta qu'une entrevue enregistrée avait été programmée pour le mercredi suivant à 10 heures. Claudine m'a appelé samedi matin. Ranada, s'il te plaît. Nous devons parler en personne. De quoi? De tout ça. De Dion, d'Isaiah, de notre famille. Tu es la bienvenue à mon bureau lundi. Dion est le bienvenu avec toi s'il le souhaite. Vance n'est pas le bienvenu. Dion n'a pas besoin d'être là. C'est entre adultes. Dion est le bienvenu s'il veut venir. 10 heures, lundi. Ranada, s'il te plaît. 10 heures, lundi. J'ai raccroché. Claudine est arrivée à mon bureau à 9h53, lundi matin. Dion était avec elle. Elle avait essayé de le laisser dans la salle d'attente, mais il l'avait suivi jusqu'à ma porte. Simone était à la réception. Elle les a laissés entrer tous les 2. Ils se sont assis en face de moi. Claudine a commencé à parler. Dion a parlé le premier. Je l'ai vu le faire. La tête de Claudine s'est tournée brusquement vers lui. Dion. Tante Ranada. J'ai vu Vance mettre la montre dans la poche de la veste avant le dîner. Il était dans le hall d'entrée. Il pensait que personne n'était dans la pièce. J'étais dans les escaliers. J'étais descendu chercher mon chargeur de téléphone dans mon sac à dos. Je ne l'ai pas vu au début. Car il était derrière le porte-manteau. Quand je suis arrivé au coin, il était près de la veste. Il ne m'a pas vu, car j'étais derrière lui. Il a sorti la montre de sa propre poche. Il l'a tenue dans sa main une seconde. Puis il l'a mise dans la poche de la veste. Il l'a regardée une fois de plus. Puis il a fermé la poche. Il est retourné dans la salle à manger. Je suis resté dans les escaliers. Je ne sais pas combien de temps. Je pensais que c'était ma veste. Je ne savais pas.
Je ne l'ai su que lorsque nous nous sommes assis et que grand-père a fait la blague sur lequel d'entre nous était lequel. Et j'ai regardé en bas. Et la manche était celle d'Isaiah. La déchirure sur le poignet. Je savais que c'était la veste d'Isaiah. Alors je l'ai dit à maman, à table. Je le lui ai dit juste avant que tu ne fasses le truc avec les deux vestes. Maman m'a dit de me taire. Claudine a attrapé son bras. Dion. Chérie, nous avions convenu de ne pas faire ça ici. Maman, non. Il avait 16 ans. Sa voix s'est brisée sur le « non ». Tante Ranada, je suis vraiment désolé. J'aurais dû le dire à table. Grand-père était si bruyant. Je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé Dion. Je n'ai pas regardé Claudine. Dion, merci de l'avoir dit. Tu es celui qui a fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Je veux que tu le saches. Dion a hoché la tête. Il a mis sa main sur ses yeux. La voix de Claudine est devenue mince. Ranada, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai des enfants. J'ai une hypothèque. Vance va perdre son travail. S'il te plaît. Il avait des problèmes. Il a pris de mauvaises décisions. Il va arranger les choses. S'il te plaît. J'ai ouvert le tiroir du haut de mon bureau. J'ai sorti une seule feuille de papier. C'était le résumé imprimé que Simone avait préparé pour le dossier, la date de la déclaration, la date du reçu de mise en gage, le registre de présence scolaire, le résultat de l'authentification de la réplique. 4 lignes. Je l'ai posé sur le bureau, face à Claudine. Claudine, lis ça. Elle l'a regardé. Elle ne l'a pas touché. Ses yeux ont parcouru la page. Elle ne l'a pas lu à voix haute. Quand elle est arrivée à la dernière ligne, elle a fermé les yeux. Dion, viens ici une seconde, mon chéri. Dion s'est levé. Il a contourné mon bureau. J'ai posé ma main sur son épaule. Il était presque aussi grand que moi. Dion, tu as fait ce qu'il fallait ce matin. Tout le monde dans ta famille ne l'a pas fait. Cela ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. Cela veut dire que tu es la personne de cette famille dont je vais être fier pendant longtemps. M'entends-tu? Dion a hoché la tête. Il pleurait. Claudine, tu peux partir maintenant. Ranada, attends. Tu peux partir maintenant. Elle s'est levée. Elle a regardé Dion. Sa voix était plate. Dion, viens. Dion m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il a contourné le bureau et a suivi sa mère hors de mon bureau. Simone a fermé la porte derrière eux. Les retombées, c'est ainsi que les gens appellent la partie après la fin de l'histoire, mais avant que quiconque ne puisse prétendre qu'elle l'est, ont duré 3 semaines. La couche financière s'est déplacée sur le papier. La compagnie d'assurance a refusé la déclaration de Vance par écrit le 2e mercredi et a renvoyé l'affaire à leur unité d'enquête spéciale. Leur dossier est passé d'un litige civil à un éventuel renvoi pour fraude criminelle. L'inspecteur Collier, travaillant sur l'enquête parallèle de la police d'Atlanta, a sorti un 2e dossier, datant de 3 ans. Vance avait déposé une déclaration pour un ordinateur portable volé en 2022. Le même assureur avait versé 4 200 €. Claudine avait signé en tant que témoin sur la déclaration originale. Le dossier de Collier contenait maintenant 2 déclarations, toutes 2 suspectes, toutes 2 avec le même schéma de signature. Ce n'était plus une seule mauvaise décision prise sous pression. C'était un historique documenté. La couche professionnelle s'est déplacée par l'intermédiaire de Prescott Watson. Le congé administratif de Vance est devenu une suspension, en attendant l'issue de l'affaire pénale. La commission immobilière de Géorgie a ouvert un examen parallèle de sa licence. La capacité de Vance à vendre des biens immobiliers dans l'État de Géorgie était fonctionnellement terminée. Son avocat a continué de plaider pour un accord de plaidoyer. Le bureau du procureur n'avait pas encore répondu. La couche sociale s'est déplacée par l'intermédiaire de ma tante Fay. Elle avait été au dîner. Elle avait vu mon père dire ce qu'il avait dit, et elle avait vu Isaiah rester assis là, les mains sous la table, et elle avait pris une décision sur ce qu'elle allait faire de ce qu'elle avait vu. Elle a appelé le frère de mon père le mardi après le dîner. Ama est dans notre famille depuis 61 ans, et il n'a jamais laissé mon père s'en tirer avec le genre de choses que mon père a faites ce soir-là. Fay a raconté à Ama ce dont elle avait été témoin à table. Elle lui a parlé des 2 vestes. Elle lui a dit ce que mon père avait dit,
à moi et à Isaiah, devant toute la salle. Amma a écouté sans interrompre. Quand Faye a eu terminé, il l'a remercié et a raccroché. Et n'a pas appelé mon père. Il a fait pire. Il a simplement cessé de répondre aux appels de mon père. Pas avec une explication, pas avec une annonce. Il a juste arrêté. Mon père, qui avait parlé à son frère tous les dimanches matins pendant 40 ans, a appelé Amma le dimanche suivant et est tombé sur la messagerie vocale. Il a de nouveau appelé le dimanche d'après. Messagerie vocale. Il a appelé un mercredi. Messagerie vocale. À la fin de la 3e semaine, mon père avait laissé 11 messages vocaux à son frère et n'en avait reçu aucun en retour. Faye a également appelé l'amie la plus proche de ma mère, de l'église, une femme nommée Sœur Dorothea, qui me connaît depuis mes 7 ans. Faye a raconté à Sœur Dorothea ce dont elle avait été témoin. Sœur Dorothea, qui dirige le comité de planification du ministère des Femmes, a discrètement retiré ma mère de la liste pour le prochain événement, sans vote formel. Ma mère l'a découvert un dimanche, lorsqu'elle est arrivée à la salle de l'église dans son beau costume bleu et n'était pas sur la liste à la porte. Rien de tout cela n'a nécessité de documents. Rien de tout cela n'a nécessité que Simone partage quoi que ce soit. Il a fallu une personne, ma tante Faye, disant la vérité sur ce qu'elle avait vu de ses propres yeux à une table de dîner, à 2 personnes qui lui faisaient confiance. Mon père m'a appelé le jeudi de la première semaine. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Il durait 2 minutes et 14 secondes. Il m'a dit que j'avais embarrassé la famille. Il m'a dit que j'avais transformé une affaire privée en une affaire publique. Il m'a dit que ma carrière m'avait rendu froide. Il m'a dit qu'Isaiah grandirait en me en voulant. Il m'a dit que je lui devais, à lui et à sa femme, des excuses. Il m'a dit que rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais élevé mon fils correctement. J'ai écouté le message vocal une fois. Je l'ai envoyé à Simone. Simone l'a ajouté au dossier, avec une note indiquant que l'enregistrement démontrait que Gérald Okafor Senior avait intensifié l'accusation dans un cadre public, lors du dîner de 8 témoins, ce qui est devenu pertinent 2 semaines plus tard. Lorsque l'avocat de Vance a tenté de faire valoir que Ranada avait une vendetta personnelle motivant le signalement de fraude. L'inspecteur Collier a utilisé le message vocal pour démontrer que l'escalade était venue de Gérald, pas de moi. Je n'ai pas répondu au message vocal. Je n'ai pas appelé mon père. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. J'ai laissé le message vocal de côté. Isaiah m'a posé une question le mercredi matin suivant, à la table de la cuisine. Il avait un bol de céréales devant lui. Son livre était à côté du bol. Il ne l'avait pas encore ouvert. Maman. Oui. Est-ce que grand-père savait que ce n'était pas moi? Je l'ai regardé un moment. Oui, il le savait. Isaiah a hoché la tête. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il a pris son livre. Il l'a ouvert à la page où il s'était arrêté. Il a commencé à lire. Il n'a pas posé d'autres questions. Il n'a pas posé de questions sur Noël. Il n'a pas demandé si grand-père s'excuserait. Il a juste pris son livre. Je me suis assise en face de lui et je l'ai regardé lire pendant quelques minutes. J'ai posé la carte d'étudiant mal orthographiée sur la table entre nous, où il pouvait la voir. Il l'a regardée. Il m'a regardé. Il n'a pas demandé pourquoi elle était sur la table. Je me souviens quand ils m'ont donné celle-là. Madame Alverson a dit qu'il la corrigerait, mais je lui ai dit que je l'aimais bien. Je me souviens. Pourquoi la gardes-tu? Parce que j'aime ton nom. Il est mal orthographié. Il est orthographié comme je l'ai vu pour la première fois. Il a hoché la tête. Il a continué à lire. J'ai pris la carte et je ne l'ai pas remise dans mon portefeuille. Je l'ai emmenée avec moi au travail, je l'ai posée contre mon moniteur et je l'ai laissée là. Vance s'est rendu à Alco de mercredi après cela. Simone a vu la voiture sur le parking depuis la fenêtre de la réception à 11h40. Elle l'a regardé pendant 22 minutes. Il n'est jamais sorti. Il est resté assis sur le siège du conducteur, les mains entre les genoux, regardant la porte d'entrée du bâtiment. À 12h02, il a reculé de la place de parking et est parti. Il ne s'est pas garé correctement en sortant et a heurté la bordure en béton qui divisait le terrain. J'ai entendu le bruit depuis mon bureau. Je ne suis pas allé à la fenêtre. Simone est entrée dans mon bureau. C'était lui. Je sais. Tu l'as vu.
Je l'ai entendu heurter la bordure. Tu veux que je le dise à la réception s'il revient? Il ne reviendra pas, il n'est pas revenu. J'ai failli appeler mon père la semaine où la compagnie d'assurance a officiellement refusé la déclaration de Vance. Son message vocal était resté sur mon téléphone pendant 11 jours. Je ne l'avais pas supprimé. J'avais son numéro à l'écran et j'ai pensé à ce que je lui dirais si j'appelais. J'ai pensé à lui dire qu'Isaiah m'avait posé une question, et qu'Isaiah n'en avait pas posé d'autre après ma réponse. J'ai pensé à lui dire que la façon dont sa voix avait sonné à la table du dîner, en disant « le garçon l'a prise » 3 fois, était le son dont je me souviendrai pour le reste de ma vie, et qu'il avait choisi de lui donner ce son. J'ai reposé le téléphone. Il n'allait rien entendre de ce que j'avais à dire. Il avait déjà décidé de la version de moi qui existait dans sa tête. Et il payait pour l'entretien de cette version depuis si longtemps que la vérité n'allait pas l'atteindre maintenant. J'ai failli répondre à ma mère quand elle m'a envoyé un SMS un jeudi, 2 semaines plus tard. Son SMS disait « S'il te plaît, Ranada, c'est ton père. Quoi qu'il soit arrivé, ce n'est pas qui nous sommes. » J'ai tapé une réponse. Elle faisait 3 phrases. Elle disait que c'était exactement qui nous étions. Elle disait que cela avait toujours été exactement qui nous étions, et que la seule nouveauté, c'est que j'avais cessé d'accepter de faire semblant. Elle disait que lorsqu'elle serait prête à s'asseoir à une table où mon fils ne serait pas traité de voleur avant toute autre chose, elle pourrait m'appeler. J'ai relu la réponse 2 fois. Je l'ai supprimée. Je n'ai rien envoyé. J'ai failli appeler ma sœur Claudine quand j'ai appris par Dion qu'elle avait quitté la maison de Vance et qu'elle restait chez une amie à Sandy Springs. Dion m'avait envoyé un SMS un samedi soir. Il m'avait demandé si j'allais bien. Il m'avait dit que sa mère restait chez une amie et qu'elle réfléchissait à beaucoup de choses. Il avait signé, Dion, puis il avait écrit, « Je suis encore désolé. » J'ai tapé une réponse à Claudine. C'était une seule ligne. Elle disait, « J'espère que tu prendras les décisions que tu dois prendre pour Dion. » Je ne l'ai pas envoyé. J'ai envoyé un message à Dion à la place. Je lui ai dit que j'étais fier de lui. Je lui ai dit qu'il pouvait m'appeler n'importe quand. Je lui ai dit que son cousin l'aimait. Je n'ai rien dit sur sa mère. C'est là que l'histoire en est maintenant. L'affaire de fraude de l'inspecteur Collier est entre les mains du bureau du procureur du comté de Fulton. Vance est en liberté sous sa propre responsabilité, en attendant sa mise en accusation. Prescott Watson l'a officiellement licencié. La commission immobilière de Géorgie a émis une suspension préliminaire de sa licence. Son avocat continue de plaider pour un arrangement à l'amiable. La compagnie d'assurance a refusé la déclaration et poursuit également le recouvrement du paiement de l'ordinateur portable de 2022. Claudine n'est pas retournée à la maison de Vance. Elle est toujours à Sandy Springs. Dion est avec elle. Ma mère n'a pas appelé depuis le 2e SMS. Mon père n'a pas laissé d'autres messages vocaux après le premier. Ma tante vient le dimanche après-midi maintenant, et apporte à manger. Isaiah s'assoit à la table de la cuisine avec elle pendant qu'elle cuisine. Elle ne lui pose pas de questions sur le dîner. Elle lui pose des questions sur son livre. Un mardi après-midi, fin octobre, j'étais à mon bureau chez Alco. Le dossier de l'affaire de fraude était ouvert sur mon ordinateur portable. Le reçu de mise en gage était au-dessus du dossier papier, imprimé sur du papier thermique bon marché qui avait déjà commencé à jaunir sur les bords. La carte d'étudiant mal orthographiée d'Isaiah était posée contre mon moniteur, où je pouvais le voir pendant que je travaillais. Son visage à 14 ans, en 9e année. Le nom orthographié, Isaiah, en lettres bleues plastifiées, le double S que Madame Alverson lui avait dit qu'elle corrigerait, et qu'il lui avait demandé de garder. Il lui avait demandé de la garder parce qu'il aimait son apparence. Il aimait son apparence parce qu'elle était à lui, et que personne ne l'avait encore corrigée. Mon téléphone a sonné. C'était l'inspecteur Collier, avec une mise à jour sur le dépôt du comté de Fulton. À 30 km de là, dans la maison où j'avais grandi, le centre de table de l'anniversaire de mes parents était toujours sur la table de la salle à manger. 2 semaines et un jour après le dîner, les pétales avaient séché et étaient tombés sur la nappe. Ma mère ne les avait pas nettoyés. Mon père était dans la cuisine. Son téléphone était dans sa main, déverrouillé, et mon nom était à l'écran. Il avait ouvert la fiche de contact. Il n'avait pas appuyé sur « Appeler ». Il regardait l'écran depuis un moment, plus longtemps qu'il n'avait regardé quoi que ce soit dans sa cuisine depuis longtemps, et il n'avait pas appuyé sur « Appeler ». Il a posé le téléphone,
face contre le comptoir. Il n'a pas appuyé sur « Appeler ». Il a regardé le téléphone pendant une autre minute, face contre le comptoir, sans le toucher. Puis il est sorti de la cuisine, a laissé le téléphone où il était et n'y est pas retourné ce soir-là. Les contes de secrets de famille, c'est là où les mains tremblantes d'un adolescent de 14 ans ont enfin arrêté de trembler, pour de bon. Si celui-ci vous a touché, abonnez-vous. Il y en a un autre qui arrive dimanche, et il vous attend. Restez avec nous. L'épreuve arrive.